vous ai rencontré Josiane Leroux à la FET, Association française d'études textiles, dont j'ai fréquenté comme vous les journées d'études annuelles. Lors des journées d'études du Puy-en-Velay, j'ai eu l'occasion de voir l'exceptionnelle collection de broderies que vous avez donnée à l'État et qui est exposée au trésor de la cathédrale du Puy. Nous avons eu maintes occasions d'échanger à propos de tissus, et particulièrement des broderies, et j'ai beaucoup apprécié ces discussions avec Josiane et vous. En vous côtoyant, on pouvait percevoir à quel point c'était pour vous une passion commune. Josiane prenait une part active à vos investigations et aux recherches sur les broderies que vous acquériez. J'ai pu admirer certaines de vos broderies dans l'écrin de votre appartement avec Elisabeth Taburet, directrice du musée de Cluny, puis avec Séverine Lepape qui lui a succédé à la tête du musée. Grâce à vous, la collection de broderies du musée de Cluny s'est enrichie de manière substantielle à partir de 2018. Les dernières acquisitions importantes de broderies auparavant avaient été en 1993 celle d'un panneau cintré appartenant au cycle de Saint-Martin commandé par René d'Anjou, et en 2014 celle d'un chaperon de chape florentin, tous deux achetés en vente publique. Puis en 3 ans, entre 2018 et 2020, par vos judicieuses suggestions, vous nous avez permis d'accroître la collection de broderies du musée de Cluny de 7 pièces ou ensemble de pièces, toutes de très haute qualité, en provenance de votre collection. En 2018 sont entrés au musée une grande vierge à l'enfant germanique et un orfroy florentin figurant des scènes de la vie du Christ. En 2019, vous nous avez fait don d'une chasuble en velours rouge ornée de galons de colonne figurant la crucifixion. En 2020, à la suite de l'exposition L'art en broderie au Moyen-Âge présentée au musée de Cluny d'octobre 2019 à janvier 2020, vous nous avez proposé des broderies espagnoles afin de combler une lacune des collections du musée dans ce domaine. Vous nous avez offert un très bel orfroy et une chasuble qui est présentée dans cette exposition. Et nous avons aussi acquis 3 ornements de dalmatique d'un grand raffinement, exposés ici également. À côté de ces broderies espagnoles, nous avons acquis 3 remarquables fragments d'une croix de chasuble flamande, également présentés dans cette exposition. Je vous adresse, chère Danielle, mes plus sincères remerciements, qui s'accompagnent d'une pensée émue pour Josiane. Merci beaucoup. Je pense que ces applaudissements aujourd'hui sont surtout pour Josiane, parce que elle a les mérites énormes de m'avoir supporté pendant de très nombreuses années, ce qui n'est pas certainement une tâche facile, comme vous savez tous, ceux qui me connaissent bien. Et surtout, elle a été la personne qui a suivi cette maladie qu'on appelle la collectionnite. Et nous avons partagé le seul remède que j'ai d'habitude pour soigner cette maladie, qui est d'acheter. Donc, j'ai préparé quelque chose de beaucoup plus formel quand même maintenant. Et alors, à la rédigeant, je me suis rendu compte que c'était très difficile la langue française pour un étranger, un métèque que je suis, puisque j'avais mis très chers amis et très chers amis. Or, ça se prononce pareil. Pourtant, les premiers s'étaient dirigés aux dames et les deuxièmes aux hommes. Donc, pour le faire de façon inclusive, je vais dire très chers amis et très chers amis. Et comme ça, personne ne va corriger. Donc, j'ai préparé exceptionnellement quelque chose que j'écris d'habitude, je ne le fais pas, mais enfin. Nous tous, les membres de la famille de Josiane ici présents, tenons à vous remercier d'être venus nous accompagner dans cette assemblée, réunis pour lui rendre un hommage mérité dans le cadre prestigieux de ce musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, superbement rénové, comme vous pourrez le constater de visu au cours de votre prochaine déambulation. Ceci n'aurait pas pu être possible sans l'intervention de Madame Séverine Lepape, qui est la directrice de cette institution depuis maintenant 3 ans. 3 ans. 3 ans. Elle
elle m'a donné l'idée de faire cet hommage quand cette exposition d'acquisition a été inaugurée, puisque, vu la présentation des œuvres, c'était les lieux où cet hommage était les plus appropriés, je dirais. Donc, c'est elle qui nous accueille, et c'est elle qui aurait dû être ici, mais malheureusement, ou heureusement pour elle, elle avait quand même une réunion à Cologne, puisque le musée des Cluny prêtait des œuvres à un musée que je ne sais pas lequel. C'est le musée Schnutgen. Ah, le Schnutgen, bon, donc que tout le monde connaît, où il y a beaucoup de textiles aussi. Beaucoup. Donc, mais d'autre part, préparer cette petite manifestation n'a pas été facile, et j'aurais jamais pu la faire sans Christine, qui s'est dévouée pour assurer la logistique. Parmi la logistique, il y a énormément d'échanges, vous recevoir, réserver la salle, faire en sorte que la jauge, même si elle est dépassée, soit oubliée pour quelques instants. Mais c'est grâce à elle que aussi nous pouvons être aujourd'hui ici. Donc, la visite, vous savez, va être divisée en deux groupes. Un groupe qui va pouvoir visiter tout d'abord cette exposition, un groupe qui visitera l'Expo de Toulouse, qui est magnifique, et ensuite on va tourner de façon qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes en même temps dans un lieu. Et je pense que vous allez voir, bien sûr, les broderies et que vous pourrez les apprécier et les admirer. Alors, je suis obligé quand même d'aller un petit peu vers le passé, parce que parmi les personnes qui sont présentes, je dois bien remercier un certain nombre de personnes. Vous allez m'excuser, mais j'ai l'obligation morale de le faire. La première, elle est à ma droite, c'est Marie Das. On se connaît avec son époux qui n'est pas là depuis plus de 60 ans, avec elle un tout petit peu moins depuis son mariage. Mais c'est au cours d'un dîner chez Marie Das qu'ils nous ont parlé de quelqu'un qui s'occupait de la paroisse de Saint-Louis-en-l'Île et qui cherchait quelqu'un pour éventuellement faire un catalogue des ornements liturgiques qui étaient dans la sacristie, et cette personne, c'est M. Macot. Nous nous connaissons exactement depuis 1992, et nous nous avons suivis d'un certain côté, lui en tant qu'expert, moi en tant qu'acheteur. Donc, ça c'est le premier élément qui est important. Le deuxième, qui est encore beaucoup plus important, c'est que c'est chez elle que tous les processus qui nous ont entraînés ensuite à la collection puis a commencé. Je dirais qu'elle a commencé par une personne qui n'est pas ici, Bruno Lavienne. Nous nous sommes lancés dans un autre projet qui n'a pas abouti, c'était Mirepoix, mais grâce à un couple qui est ici, donc que je vous présente, Solange Couteau et Dominique Cousteau, c'est eux qui nous ont ouvert la porte du puits d'une façon indirecte, et puisqu'elle connaissait très bien son cousin, Didier Raplin. Didier Raplin est venu chez nous, on lui a montré la collection, et le même soir, il passait un coup de fil à M. Rubenkar au puits pour lui dire qu'il fallait absolument qu'elle aille au puits. Mais ces projets, qui étaient déjà importants, puisque nous savions qu'il y avait une place pour accueillir la collection, ne pouvaient pas aboutir sans avoir une aide financière, et pour cela, il y a ici même Dominique Chevalier, Nicole Chevalier d'abord, et Dominique Chevalier, qui ont été la cheville ouvrière, puisque c'est eux qui nous ont introduits à Romain Saleski, et c'est cette personne, Romain Saleski et sa famille et sa fondation, qui ont assuré le financement de cette opération. Donc je ne pouvais pas parler ici des Josiane sans parler de la collection du puits,
et sans parler de ceux qui nous ont aidés énormément à concrétiser. J'ai invité les Saleski à venir, malheureusement ils étaient en Pologne et ils ne pensaient pas être arrivés à temps pour venir, donc ils ne sont pas là, mais je parle d'eux, je les mentionne comme étant partie de ces processus qui nous a amenés à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une situation très agréable. Et à tout ça, vous allez me demander, et Josiane? Alors là, je vais lire. Josiane, elle était la figure de proue qui a tenu le cap d'un navire. Ce navire, c'était celui du projet de la collection. D'un navire qui, sous ma gouverne, se serait vite abîmé dans des bas-fonds d'intransigeance. Elle a porté son calme et son opiniâtreté là où j'ai plongé dans l'impatience. Son rôle a été essentiel dans la réussite de ces beaux projets. Rien ne l'a prédisposée à devenir chercheuse, mais sa curiosité et sa soif de connaissance la porta à se faire une visiteuse assidue des bibliothèques nationales, fournaises, art décoratif et parfois aussi quelques bibliothèques aux États-Unis, où elle s'inventait dès que ses activités d'institutrice d'école maternelle et les soins de nos filles, dont une est ici, les lui permettaient. Tout au long de notre aventure de collectionneur, elle était découvreuse de l'histoire des œuvres que nous acquérions sans filiation ni origine, et qui se voyait dotée, grâce à elle, d'un acte de naissance prestigieux. C'est elle qui tomba, pour ainsi dire, chez un grand antiquaire qui est aussi un grand donateur de ce musée, sur 2 broderies espagnoles du XVIe siècle qu'elle attribua peu après à l'atelier de broderie de l'Escorial. C'est elle qui associa un antépendium sans aucune image religieuse à un ensemble commandé par la consécration en 1730 de la basilique de Mafra au Portugal. C'est elle qui associa une Pentecôte brodée sans aucun doute en France au XVIIe siècle à une peinture de Lebrun. Et tant d'autres choses moins spectaculaires mais aussi importantes pour faire de notre collection une référence au niveau national, sinon européen. Je pourrais dire encore beaucoup de choses au sujet de Josiane et de ses travaux de recherche et de documentation, qui a permis de rédiger les notes du catalogue du trésor brodé du Puy-en-Velay, mais ceux qui l'ont connu n'en ont pas besoin. Et je dirais qu'à propos justement de cette archive que Josiane a établie au cours de sa recherche, j'ai pris contact avec quelqu'un que certains connaissent ici, Astrid Castres, qui va prendre soin de ces archives. Donc je passe maintenant la parole à M. Vacourt, qui m'a fait l'honneur d'accepter en certains dépôts. Je suis un peu plus dépourvu. Moi, je vais vous raconter une histoire qui commence à la Révolution française, qui avait complètement vidé l'église Saint-Louis-en-l'Île. À la fin de la Révolution, c'était une carcasse vide. Et quand elle était rendue au culte, est arrivé un curé qui s'appelait l'abbé Bossuet, et qui avait 2 avantages, même 3. C'était le neveu de l'évêque de Meaux, mais ça peu importe. Il était assez fortuné, et c'était un homme de goût. Et en voyant cette église vide, il dit « je vais la remeubler ». Donc, avec sa fortune, il a acheté de nombreux tableaux et statues qu'il a mis dans l'église. Et comme c'était un saint homme, il allait voir ses pauvres. Et un jour, il était l'abbaye Longchamp, il était voir le jardinier de l'abbaye Longchamp, une petite cabane sans chauffage, et il a remarqué que les bourrelets sous les portes étaient intéressants, c'était des ors froids, des broderies religieuses de haute époque. Donc il a fait un échange standard, bourrelets neufs contre or froid, et il a tout rapporté à Saint-Louis-en-l'Île. Il les a remontés sur des chapes, et du coup le virus l'a pris, un peu comme Daniel et Josiane. Donc il s'est mis à acheter d'autres choses de cette époque-là, à tel point que dans Saint-Louis-en-l'Île, nous avons un trésor constitué par l'abbé Bossuet, dans un chapier, c'est des meubles importants, des grands tiroirs demi-circulaires qui tournent, où on met les chapes dedans. Voilà, et tout ça dormait tranquillement jusqu'aux années 80, où le curé m'a demandé de l'exposer. C'est une très bonne idée, mais j'y connaissais strictement rien.
Donc j'ai un peu cherché et on m'a signalé des gens un peu bizarres. Vous verrez, il y a un monsieur, lui, il est ingénieur en mécanique des fluides. Sa femme est professeure, mais peut-être qu'il saurait vous aider. C'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer Daniel et Josiane il y a on compte plus, il y a très longtemps. Voilà. Et puis le temps a passé, l'exposition a eu lieu, elle n'était pas si mal que ça, à vrai dire. Mais il faudrait qu'on la refasse un de ces jours, parce que maintenant, ça serait bien de la refaire. Voilà, et donc j'ai continué à voir de temps en temps Josiane et Daniel, jusqu'à leur donation au musée et tout. Alors, il faut dire que quand je les ai vus la première fois, j'étais chez eux, près de Paris, dans un petit appartement petit, un immeuble, et je suis monté là, au 3e étage, et Kevin d'Alibaba, c'était bourré de statues, de brodés, tout ça. Il y en avait même sous le lit. Donc, sous le lit, il sortait des grands plateaux dans lesquels étaient des chapes bien étalées. Et je suis retourné chez Daniel il y a 1 an, il y en avait encore autant, malgré les donations qu'il a faites. Donc, c'est une maladie dont on ne guérit pas, et en voilà la preuve absolument vivante. J'ai fait des efforts. C'est vrai que j'ai c'est difficile. Hein. Voilà. Et c'est grâce à ça que j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui. Merci Daniel, merci Josiane. Merci.